Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Bonsoir, messieurs, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Cela fait pratiquement une semaine que la toile, les réseaux sociaux sont en mouvement. Après donc ce reportage de CNN qui met en avant ce commerce à ciel ouvert des Noirs d'Afrique subsaharienne qui sont vendus en Libye. Depuis lors, tous semblaient au courant, mais cependant, personne n'a bougé le moindre petit doigt, que ce soit les chancelleries africaines et même les organisations humanitaires, et tout comme les dirigeants, certains dirigeants en Occident semblaient au courant. Curieusement, personne n'a levé le petit doigt. Pour en parler donc ce soir, nous sommes avec plusieurs invités. Dans ce studio, nous sommes avec Colette Ilunga, qui est militante associative et fait partie donc de ces Africains qui, à Lyon, fédèrent cette communauté. Et la question qui a été posée est de savoir pourquoi ce silence assourdissant. Colette Ilunga, selon vous, on a vu une marche samedi dernier. Est-ce que cela suffira? Bien sûr que une marche ne peut pas suffire, mais c'est bien que le coup ait été marqué par cette marche pour montrer l'indignation. Et après la marche, bien sûr, il ne faut pas que ça s'arrête là. Ce serait dommage que ça s'arrête là. Le contraire, il faut profiter de ce mouvement de masse qui est né pour poser une action réfléchie et une action, comment je peux dire, qui irait plus loin que la marche. Parce que bien sûr, le problème, il faut le prendre par la racine. Tant qu'on ne l'aura pas pris par la racine, le problème ne va pas se terminer là. Hein. Le problème entre l'Occident et l'Afrique date depuis des siècles et on ne va pas l'éradiquer par une marche. Ça, c'est sûr qu'il faut aller plus loin, sauf qu'il faut profiter quand même de ce mouvement de masse. Que ceux qui ont fait le mouvement à Paris ont été très spontanés. C'est un peu ce qu'on voit généralement lorsqu'il y a un deuil ou il y a une bagarre ou il y a quelque chose qui se passe. Ils ont été très spontanés, mais à Lyon, apparemment, on pense encore. Ils semblent en train de se concerter, ils sont en train de réfléchir. Est-ce que c'est la meilleure attitude, être dans la réflexion? Non, moi, je ne dirais pas qu'à Lyon, on était dans la réflexion. On a été pris de court lorsqu'on a eu l'information. On n'a pas eu le temps de se concerter. Alors donc, on a pris le temps de prendre les coups de fil et de décider en fait de faire notre manifestation le samedi qui suivait pour quand même mieux coordonner les actions. C'était pas qu'on a hésité à le faire, non, mais pas du tout. On n'a même pas pris plus de temps. On a eu l'info. Le samedi, c'était pour Paris. Le samedi dernier, c'était pour Paris. Ce samedi, ça sera le tour de Lyon. Et donc, on invite toutes les têtes d'affiche de Paris qui viennent nous soutenir et nous donner un coup de main. Et de toute la France. J'entends cela, mais au-delà de la marche, même, que ferez-vous? Est-ce que cela ira plus loin? C'est ça la question. Bien sûr que ça ira plus loin. Déjà, vous avez vu au niveau de Paris, ils ont mis un collectif contre l'esclavage en place. Mais moi, je n'appellerai pas ça un collectif contre l'esclavage et le camp de concentration en Libye. Parce que ce problème-là ne concerne pas que la Libye. Il concerne déjà tout le Maghreb et il concerne, on dira même de par le monde. Parce que ces formes de maltraitance envers l'homme noir, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Et apparemment, avec les mauvaises relations que les pays africains ont avec l'Occident, ceci tend à continuer. Cela continue, mais la question c'est de savoir, au niveau de Lyon par exemple, outre la marche que vous ferez, qu'est-ce qui est en vue? Que ferez-vous pour que ce soit efficace? Alors, je ne vais pas parler à la place des gens, mais on a une réunion déjà d'organisation de la manif mercredi, et je pense que de là va naître un mouvement, et il faudrait que ce mouvement soit mondial. Il faudrait que ce mouvement soit mondial
pour éradiquer ce mal à la source. Le mal, il est tellement profond que on ne pourra pas le faire si on n'a pas de connexion au niveau mondial. Et avec Facebook, avec tout ce qu'on a comme... nous sommes dans l'ère de la communication. Donc je pense qu'il faut saisir tout ce qu'on peut avoir pour outils pour mettre en place un mouvement, mais mondial. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bien, pendant que Madame Colette Ilungadon nous expliquait ce qui se fera à Lyon, nous avons une autre invitée nous a rejoint. Il s'agit de Madame Marianne Simon-Ekane depuis Lille. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. La question, je vous la pose simplement comme cela. Apparemment, depuis le reportage de CNN, on a l'impression que d'aucuns découvrent ce reportage, c'est cette réalité, et pourtant, plusieurs lanceurs d'alerte disent avoir déjà contacté des chancelleries occidentales, mais cependant, rien n'a été fait, même des organisations humanitaires. Pourquoi ce silence complice? Bon, ce que moi je voudrais dire, le silence est peut-être complice, mais le silence a toujours été plus ou moins complice en ce qui concerne les problèmes qui touchent l'Afrique. Mais il faut quand même se rappeler que le 1er décembre 50, avant le 1er décembre 55, les Noirs ne pouvaient pas être assis dans un bus alors que les Blancs sont debout. Il a fallu le 1er décembre 55 que Rosa Parks refuse de céder la place à un Blanc pour qu'il y ait des manifestations et que par la suite, le 13 novembre 56, les droits des Noirs aux États-Unis soient reconnus. Plus près de vous, le 1er février 54, on parlera de la paix de l'abbé Pierre. Il y avait bien des gens qui dormaient dans la rue, des SDF. Mais il a fallu ce jour-là la paix de l'abbé Pierre pour qu'il y ait une grande mobilisation et qu'on prenne en compte le problème des sans domicile fixe, des gens qui dorment dans la rue en hiver. Encore plus près, en 79, il y a eu le problème des boat people. On savait bien que les Vietnamiens et les Cambodgiens étaient menacés par un régime communiste et qui fuyaient. Mais cette vague de boat people a fait en sorte que la France a pu, à un moment, recevoir au moins 120 000 réfugiés cambodgiens et vietnamiens. Donc, selon vous, donc... Il y a 2 ans, oui, on parlera du petit Aylan, le petit Syrien qu'on a retrouvé sur la plage de Bodrum, qui a suscité aussi une vague d'émotions. Donc, le silence dans ce genre de situation a toujours été complice, mais il faut toujours, à un moment donné, il y a un moment donné où il y a un déclic, il y a quelque chose qui fait que on ne peut plus se taire. Et c'est ce qui s'est passé. Et on peut aujourd'hui remercier, même pas CNN, mais l'indignation de Claudie Siard qui a amené aujourd'hui à ce que dans toutes les capitales mondiales, qu'on puisse parler de l'Afrique, de cette Afrique-là, dont on dit que l'Afrique... Marianne Ekane, j'entends, oui. à votre avis, donc, en fait, cette vidéo, ce reportage de CNN a été pratiquement, en fait, ce qui le déclenchait d'un grand mouvement. Pendant que vous étiez en train de nous rappeler, donc, en fait, ces faits historiques qui, effectivement, semblent se rapprocher à ce qu'on vit aujourd'hui, en ce sens qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui déclenche. Notre invité nous a rejoint, il s'agit de Claudie Siard, à qui on va dire bonsoir, Claudie Siard. Bonsoir à toutes et à tous. C'est par vous qu'arrive donc ce mouvement qui aujourd'hui a commencé samedi dernier, c'est bien cela? Oui, si vous voulez. Suite à la vidéo. Parce que... Vous me dites comme ça, mais voilà, vous imaginez bien que c'était une indignation de plus pour moi. Juste dire aux uns et aux autres, je ne sais, j'ai entendu donc Madame s'exprimer et merci pour la justesse de ses propos et un rappel historique de la condition des Noirs et des pauvres en général, parce qu'il faut bien comprendre que le combat aujourd'hui qui est mené par les uns et les autres, c'est pas un combat de Noirs contre Blancs, de Noirs contre Arabes. On est là face à la dignité humaine, on est là face à l'estime de soi, on est là face à des gens qui sont les plus vulnérables et qui sont vendus comme des marchandises, mais qui surtout, avec des bourreaux qui sont payés par d'autres pour leur faire subir ce qu'ils subissent. Et donc, lorsque je fais la vidéo, on est dans une indignation,
On est dans un contexte qui est un contexte que nous connaissons en France, en Europe, de rejet de l'autre, de racisme, et qui s'exprime très clairement, et on pourrait peut-être en discuter. Et comme je vous le disais, je suis peut-être le seul, je ne sais pas qui y a d'autres sur le plateau, mais le seul dont le peuple est né dans les fers de l'esclavage, puisque je suis un Afro-Caribéen de la Guadeloupe, un Africain de cette Caraïbe, et je ressens la violence de l'esclavage dans mes pores, dans mes tripes, dans mon cœur, dans mon cerveau, lorsque j'y pense. Et je suis le premier en France à avoir organisé une marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'était en 93, le 23 avril pour être précis, parce que l'Espagne venait de commémorer la dite découverte des Amériques par Christophe Colomb, et la France était associée à ces festivités, en oubliant, et j'en aurai terminé après, je laisserai la parole, mais en oubliant que cela avait engendré le génocide des peuples autochtones et la déportation des peuples d'Afrique. Et rappeler encore également que l'esclavage des peuples d'Afrique subsaharienne commence au 7e siècle par les Arabes dans un premier temps, pour la péninsule arabique et une partie de l'Afrique du Nord, et plus tard par les Européens, un commerce triangulaire qui n'était pas triangulaire du tout, puisque l'Afrique n'a bénéficié de rien dans tout cela. Donc voilà dans quel contexte nous sommes. Et pour moi, ce qui est encore plus violent après cette vidéo, moi je suis très content que les uns et les autres aient réagi, mais lorsque j'ai décidé, au bout de quelques heures, d'organiser un rassemblement devant l'ambassade, en tout cas une des représentations officielles de la Libye, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait un public très métissé, comme ce fut le cas pour Charlie, comme ce fut le cas lors des attentats du 13 novembre, ce qui était normal. Nous étions tous dans une émotion très forte, et j'aurais voulu que pour ces jeunes, parce qu'au-delà du fait qu'ils soient noirs, ce sont des jeunes que l'on vend comme du bétail, et j'aurais voulu qu'il y ait la même indignation et qu'il y ait aussi un patchwork ethnique pour être en communion avec ces jeunes et pour refuser la barbarie. Merci Claudicia, j'entends ce que vous dites, mais quelle réponse pouvez-vous apporter donc à ce qui peut sembler une indifférence? Voilà. On a vu les leaders africains et dirigeants africains, ils ont été Charlie, pour parler comme cela, très spontanément, au lendemain de ce que la France a connu en janvier 2015. Et curieusement, cette fois-ci, il n'y a pas de retour. Pourquoi, à votre avis? Écoutez, tout simplement, il faudrait la faire aussi un peu d'histoire et de géopolitique en même temps. Un peu d'histoire, pourquoi? Parce qu'en réalité, le jour où l'on publiera les accords de décolonisation, et là je parle de l'Afrique francophone, eh bien à ce moment-là, peut-être nous comprendrons pourquoi les populations d'Afrique vivent dans une telle précarité. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui pousse les jeunes à partir? C'est bien ça, c'est bien l'absence de vision des dirigeants pour leur population, et comme ce sont des populations en majorité composées de jeunes, donc pour les jeunes, et puis la prédation des matières premières, et pas seulement, quel que soit le pays d'ailleurs, parce qu'il y a toujours un peu de richesse dans un pays, là, une prédation réelle de l'Occident et de l'Europe sur ces pays-là qui explique la pauvreté. Donc à un moment donné, et puis on abreuve aussi tous ces pays, et je pense à la zone francophone, de francophonie, de pays des droits de l'homme, de liberté d'expression. Regardez comment nous vivons, c'est nous qui savons tout. Dans les manuels d'histoire sont imprimés par une grande société française, et les manuels d'histoire en Afrique francophone, eh bien, commencent où ils commencent? À la colonisation. Et vous avez des générations qui sont imprégnées de ce complexe du colonisé et avec des imaginaires qui ne sont pas les bons. Et donc ces gens-là, face aux puissants européens et occidentaux, ont un complexe du colonisé et ne savent pas dire non. Et puis, j'en terminerai là, lorsque vous avez une Union africaine qui est financée à 75% par l'Union européenne et par le Congrès américain, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous leur dites lorsque vous n'êtes pas d'accord? Lorsque quelqu'un vous aide à vivre, vous paye tous les mois pour vivre, est-ce que vous pouvez lui dire toutes ces 4 vérités? Non, évidemment. C'est là toute la difficulté. Mais j'ai des solutions. Oui. J'ai des solutions. Je ne veux pas monopoliser la parole. Oui, bien entendu. J'ai des solutions très, très, très claires que je pourrais énoncer tout à l'heure dans l'échange qui nous réunit. Alors, c'est là où je retrouve donc Marianne Simon-Ekane. Vous êtes de nouveau avec nous? Oui, je suis là. Bien. Pour comprendre, là, Claudicia nous rappelait ce que nous savons déjà, c'est-à-dire en fait que cette Union africaine est majoritairement financée par des capitaux
en dehors de l'Afrique, c'est-à-dire l'Union africaine est financée par l'Union européenne et d'autres. Est-ce que vous pensez qu'un jour, cette Afrique que tout le monde présente aujourd'hui comme l'avenir, dont on sait très riche le sous-sol, dont la jeunesse est en train de mourir sur le large des côtes occidentales et qui sont de nouveau aujourd'hui esclaves, pensez-vous qu'un jour ça va changer? Mais quand tout le monde parle de l'avenir, l'Afrique est l'avenir, moi je pense que l'Afrique est l'avenir du monde occidental. Pour l'instant, ce n'est pas l'avenir des Africains. Je suis désolée. C'est l'avenir du monde occidental parce que nos richesses servent le plus souvent à cela. Aujourd'hui, tout le monde achète les iPhones, mais on oublie que le colbert est bien pris en RDC. Tout le monde va se goinfrer de chocolat pour les fêtes. Et ceux qui cultivent ce cacao crèvent dans la misère. C'est ça le problème. Pourquoi ça ne changerait pas? Ça doit changer. Marianne Simone-Kane, s'il vous plaît, j'entends ce que vous dites, mais c'est là où je pose la question de savoir. Là, aujourd'hui, on voit un mouvement qui est lancé, et c'est bien, tout à votre honneur. Maintenant, la question sous-jacente est, après ces mouvements, est-ce que le mouvement qui est lancé est à même d'influencer ces déséquilibres qui existent aujourd'hui entre une zone du monde qui est riche, potentiellement, et ses enfants qui croupissent dans la misère? Mais ce mouvement ne se limite pas simplement à une marche à Paris qui a eu samedi. Ce mouvement, c'est aussi une prise de conscience. Ça va s'accompagner de la pression qu'on devra mettre sur nos gouvernants. Il faut que qu'on leur mette la pression. Parce que cette histoire de traite et autres de migrants existe depuis. Ils n'ont pas dit un mot. Mais on voit aujourd'hui, avec le rapport de force, que je remercie encore Claudie Siard, il va faire un peu le modeste, mais il a été quand même le déclic de ce mouvement-là. Avec le rapport de force que nous avons instauré à cause de ce problème-là, tous ces présidents africains sont en train, ils ont été obligés de dire quelque chose, de rapatrier au moins. C'est déjà une bonne chose. Les Africains, leurs concitoyens, mais ça ne va pas s'arrêter là. Je vais reprendre ma question. Marianne Kane, s'il vous plaît, pardon de vous couper. La question, je la reprends, en sens qu'aujourd'hui, on voit les jeunes Africains qui viennent mourir sur l'âge de côte occidentale, ils sont de nouveau faits esclaves aujourd'hui. On parle d'un continent qui est un continent d'avenir, très riche potentiellement, et pourtant, on est conscient que les dirigeants qui sont sur place ne sont pas aptes à... Oui, allez-y, Claudia. Désolé, Marianne, je voudrais juste ajouter à ce que vous venez de dire, et vous avez raison, et c'est vrai que nous sommes quelques-uns à toujours dire cela. Lorsqu'on nous dit que notre continent est un continent d'avenir, je suis désolé, pour l'instant, ce n'est un avenir que pour les autres. Alors, ça doit être avant tout un avenir pour les Africains, et les Africains décideront s'ils veulent partager les richesses avec d'autres, les subsides justement de cet enrichissement. Donc, on a un vrai problème. Et le problème, c'est que vous avez des dirigeants qui n'arrêtent pas eux-mêmes d'être dans cette logique de l'Afrique est un continent d'avenir et laisse venir les sociétés occidentales, laisse des politiques économiques occidentales déjà très présentes et trop présentes, continuer leur ramification et à tisser leur toile. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui, on parle de ces jeunes qui sont esclaves. En réalité, c'est le continent qui est esclavagé. C'est le continent qui est un continent d'esclaves. Et quelle que soit la forme que vous emploierez, c'est bien ça la réalité. Vous avez aujourd'hui, et merci Marianne de l'avoir rappelé, vous avez aujourd'hui des dirigeants qui ont réagi. Pourquoi? Parce qu'habituellement, ils sont extrêmement égoïstes. Ils n'ont que faire de la plèbe. Ils n'ont que faire de la plèbe. Ils ont réagi parce qu'il y avait effectivement une pression. La pression, c'est celle. Et la première des pressions, finalement, là, c'est parce que tout a été déclenché en Europe. C'est ça qui leur a posé problème. Parce que malheureusement, lorsque les affaires décomplexées, ils voient leur valeur que dans le regard de l'occidental. S'il y avait eu des mouvements uniquement en Afrique, ils n'auraient pas réagi comme ça. Mais comme c'est en Occident, et c'est pour cela, moi je vais vous dire, et Mariam a raison, là aujourd'hui, on est au début d'une révolte, d'une révolution, même pas une révolte, une révolution. Et dans les semaines ou mois à venir, rien ne dit que certains pouvoirs ne tombent pas alors qu'ils se seraient peut-être maintenus. Moi je vous dis, je ne suis pas prêt de m'arrêter, je sais que Marianne n'est pas prête de s'arrêter, je l'entends et je comprends jusqu'où elle va, et on va aller jusqu'au bout. S'il faut faire Claudia, pardonnez-moi de vous couper, mais quand vous parlez de changement, on a vu à un moment sur le continent un mouvement de jeunes qui effectivement ont revendiqué, et on a eu certains dirigeants partir, mais de nouveau,
on a le sentiment que leur mouvement a été étouffé. Et du coup, je me dis, c'est que c'est pas en Occident, lorsque la rue gronde, lorsque voilà, les réseaux sociaux donnent l'alerte, il y a un changement, mais sur le continent, là, ça ne peut pas être le cas. Non, vous vous trompez, parce que au moment où nous parlons, c'est lorsqu'il y a eu ce collectif. Moi, j'ai été contacté. Vous savez que j'ai un mouvement qui s'appelle Génération Consciente. C'est plus un mouvement d'état d'esprit qu'un mouvement structuré avec en forme pyramidale, une direction en France. C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, certains mouvements citoyens d'Afrique me disent, nous, Claudie, c'est parce que tu nous as nourri de génération consciente, il faut se lever, il faut se rebeller, il ne faut pas accepter l'inacceptable. C'est pour ça qu'on a créé nos mouvements, que ce soit de Y'en a marre, les ballets citoyens, les Filimbi, la Lucha et tout ça. Et donc, aujourd'hui, c'est faux. Vous avez une connexion entre les uns et les autres, et je peux vous assurer que les manifestations qu'il y a eu, celle de Dakar a été annulée, ils tentent de la faire pour ce week-end, on verra bien, mais Bamako, Abidjan, Yaoundé, oui. Voilà, et donc tout le monde, et Conakry, et donc tout le monde aujourd'hui est en train de se soulever, et on ne doit pas perdre de vue qu'Africa... Au Cameroun, on a même agressé un diplomate libyen. Oui. Donc, je crois que le mouvement... On est dans une alliance. Africa doit être vraiment en solidarité. Enfin, la diaspora doit être en solidarité avec Africa pour changer les choses. Moi, je suis parti et je me demande parfois, je me dis, tiens, ma direction à RFI ne m'a rien dit. Et si on me disait quoi que ce soit, je dis, écoutez, moi, je suis prêt à partir. Mais je suis aujourd'hui dans un mouvement, dans une détermination que vous ne pouvez même pas imaginer. Claudicia, pardonnez-moi de vous couper, mais nous avons souvent vu des mouvements comme le vôtre. Ce que nous craignons, ce qu'on peut craindre, c'est que parfois, voire souvent, il se trouve que ceux qui, à la fin, sont au devant de la scène semblent souvent des corrompus, ou alors ils ont été choisis, et on peut même penser... Oui, allez-y. Alors, vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. C'est pas le pessimisme. Moi, de temps en temps, sur les réseaux sociaux, oui, allez-y. Vous avez des gens qui disent « Ah, mais Claudicia, c'est l'ami des présidents. » C'est l'ami des présidents. Ah oui, ça, on l'a bien entendu, oui. Oui, j'allais y arriver. Mais moi, je vous devance, il n'y a aucun problème. On a dit que, par exemple, lorsqu'il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans ou 2 ans et demi, on a fait des émissions publiques pour RFI au Gabon, et moi, je voulais être à l'UOB. Pourquoi je voulais être à l'université Omar Bongo? Parce que je voulais que les jeunes parlent de leurs conditions de vie. Vous avez des gens, des opposants à Ali Bongo, qui sont donc entrés dans l'histoire. Oui, il va aller là-bas, il va pour casser la grève des jeunes. Alors que moi, je voulais rendre compte de cette grève des jeunes. Et moi, je suis allé jusqu'au bout. On a fait notre émission, il y a 3000 personnes en public. On n'est pas allé à l'UOB, mais moi, en revanche, je suis allé à l'UOB et je suis allé visiter. Et les représentants sont venus dans mon émission pour dire quelles étaient leurs conditions et ils ont parlé. Si moi, je suis l'ami des présidents, vous pensez que lorsque je vous expliquais ça pour l'Union africaine et l'Union européenne, lorsque vous êtes l'ami de quelqu'un, vous pensez que vous vilipendez les gens et que vous dites aux gens, vous êtes dans les Panama Papers, dans les trucs, vous avez des villas un peu partout, vous pensez que vous êtes capable de ça si vous êtes l'ami de quelqu'un? Parce que la personne, elle dit, hey, toi là, tu arrêtes tes conneries parce que ça et ça. Regardez qui parle et qui ne parle pas. Et il faut que nous apprenions à réfléchir et arrêter de colporter les conneries. Si moi, j'étais l'ami, c'était mes amis, si moi, je m'étais retrouvé à table à manger avec des chefs d'État, et je peux vous dire, il y a 2 chefs d'État dans ma vie avec qui j'ai mangé. Je ne parle pas de chefs d'État français, je vous parle de chefs d'État africains ou afro avec qui j'ai mangé. Il y en a 2. Le premier, c'est Laurent Gbagbo, lorsqu'il était, il y a 2 reprises d'ailleurs c'est arrivé, où on avait des opérations culturelles avec des gens originaires d'outre-mer, et il nous a reçus à déjeuner. Et le deuxième déjeuner, c'était lorsque nous avons fait Africa Star au pays. Les 2 déjeuners que j'ai fait avec lui, c'était ça. Et l'autre personne avec qui j'ai déjeuné, c'est le président, ex-président d'Haïti, Michel Martelly. Je n'ai jamais mangé à la table d'un autre président. Je n'ai jamais touché... Ce que moi je voudrais dire, je peux dire quelque chose? Attendez, c'est très important. Donc le combat que je mène là, aujourd'hui, si moi je suis interdit de séjour en RDC, c'est parce qu'on ne m'accorde pas de visa pour la RDC. C'est parce Quelle raison? Parce que j'ai soutenu durant 15 mois Fred Baouma et Yves Makwambala qui étaient emprisonnés, donc des membres de la Lucha Filimbi. Je les ai soutenus et je disais à la radio, Monsieur le Président Kabila, je vous demande de libérer ces jeunes qui n'ont rien fait, ils n'ont pas fomenté de coup d'État. Et bien simplement pour ça, lorsque je devais aller faire les 20 ans de mon émission à Kinshasa, on m'a refusé le visa et mon équipe qui était déjà arrivée depuis 3 jours, moi j'attendais mon visa,
On a remis mon équipe dans l'avion pour qu'ils rentrent à Paris. Donc, si vous voulez, on l'aura compris, Claudicia, qu'effectivement, vous n'êtes pas de ceux qui sont corrompus. Il y a Colette Ilunga qui est parmi nous, qui est dans ce studio. Elle est militante associative, elle vit à Lyon. Elle fait partie de ces Africains qui, généralement, fédèrent cette communauté. C'est pas une tâche simple. Colette Ilunga, on le disait tantôt, c'est pas évident. Généralement, quand on voit un mouvement, à un moment, lorsque quelqu'un émerge, on a le sentiment qu'en fait, c'est toujours un corrompu. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque quelqu'un se met lorsqu'on veut affaiblir un mouvement, qu'est-ce qu'on fait? On commence à tuer la tête. Donc c'est pour ça que lorsque ces dirigeants-là sont comment dire, approchés, on essaie de les acheter. Mais on n'est pas, nous, dans cet état d'esprit-là. Je pense que là, on est décidé. C'est pour ça que je disais que ce mouvement, il faut qu'il soit mondial. On a des moyens de communication maintenant de communiquer. Lorsque Claudie s'est levée et qu'il a fait son appel sur Facebook, vous avez vu le nombre de gens que ça a fédéré? Vous avez vu le nombre de personnes qui ont entendu cet appel? En un clic, on l'a entendu. Aujourd'hui, à Lyon, le samedi prochain, on a un sit-in à Lyon. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut se saisir des outils de communication que nous avons maintenant pour mettre en place un mouvement mondial. On l'a bien entendu, Claudie. Vous avez dit que vous n'allez pas lâcher, mais nous tous, on ne va pas lâcher. Le mal, il est profond. Et si on y va avec des petits moyens, on ne va pas y arriver. Il faut absolument mettre en place une intelligence collective, une vraie stratégie pour pouvoir déraciner ce mal qui est vraiment, il est énorme. Le mal est énorme. Et la question, je la pose également donc, à Claudicia qui a lancé ce mouvement. Est-ce qu'il y a un agenda qui est prévu? Oui. Écoutez, moi j'ai eu parce que vous imaginez bien que tout le monde vous appelle. Alors, ou pour vous dire, je pense que les présidents vont te pendre haut et court parce que ça fait la deuxième fois que tu fais une vidéo où tu les apostrophes, parce que n'oubliez pas, il y a 5 ou 6 mois, j'ai fait une vidéo, j'étais à Conakry à ce moment-là, sur tous ces jeunes qui mouraient en mer. On venait 5000 cadavres, ils venaient de faire une comptabilité macabre, et j'ai fait un appel et j'ai apostrophé encore une fois les chefs d'État, et je n'ai pas mâché mes mots. La vidéo a été vue aux alentours de 800 000 ou 1 million de fois, enfin bref. Et donc, j'étais dans le même état d'esprit. Vous voyez, malheureusement, c'était pas le moment, on n'était pas prêts, on comprenait pas tout ce qui se jouait. Donc, moi, je vous dis très clairement, j'ai un agenda très clair, et cet agenda-là, il ne peut être fort, en tout cas, il ne peut être mis en place que si nous nous fédérons. C'est pas une histoire de Claudicia, c'est pas une histoire du collectif que j'ai créé, c'est pas ça qui est important, la finalité, elle n'est pas là. La finalité, c'est combien sommes-nous et où, pour nous dire, on y va. Moi, lorsque j'ai Omar Sy qui m'appelle, il me dit, Claudie, j'ai partagé, Claudie, on y va, on fonce, dis-moi ce que je dois faire, je suis là, je suis aux États-Unis, on peut voir les grandes instances, je peux voir Obama, voilà ce qu'on va faire. C'est ça qui se passe. Lorsque vous avez des gens alors je vous cite des gens sur des articles comme Bouba, mais d'autres. Aujourd'hui, on vient de me dire qu'aux États-Unis, la vidéo est virale. Ça veut dire qu'on est dans un mouvement qui est énorme. Et si on n'est pas ensemble, si on ne dit pas on travaille nous tous ensemble, on crée une plateforme ensemble et on avance ensemble, on ne va pas y arriver. Parce qu'on se dit, on peut tuer, j'oublie le nom alors il y a Marianne d'à côté, mais l'autre personne qui vient de s'exprimer. Colette Ilunga. Colette. Alors Colette, on peut tuer Colette individuellement. On peut pas tuer le mouvement. On peut tuer individuellement, on ne peut pas tuer le mouvement. Alors j'en profite juste pour vous poser la question, Claudicia. Est-ce que vous venez nous épauler samedi à Lyon? Malheureusement, j'aurais beaucoup aimé, mais j'ai d'autres engagements à Lyon, justement sur la même problématique. Je pense qu'il n'y a pas que vous. Autour de vous, il doit y avoir d'autres têtes d'affiche. Qui est-ce que vous nous envoyez à Lyon? Vous savez quoi? Alors malheureusement, au moment où je vous parle, on est en train, nous, de nous organiser pour que, avec et des personnes entrent en ce moment dans le collectif, et ça c'est plutôt bien, mais je vais voir si je peux faire un aller-retour à Lyon et venir vous voir. Ou nous envoyer quelqu'un, envoyez-nous une délégation, des personnes qui viennent au nom du collectif qui a été mis en place pour renforcer ce qui se passe. Il faut absolument qu'on ait des liens. Il faut que... Je vous réponds entre ce soir et demain, je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Et je vous réponds et je vous dis qui, quoi, voilà. Eh bien, je compte sur vous. Hein. Là, vous avez donné votre parole. Oui, non, mais vraiment, je le ferai parce que pour moi, je vous dis, c'est un combat essentiel. On m'a demandé de venir, donc je vais répondre maintenant à la question peut-être. On m'a demandé est-ce que je veux venir au sommet à Abidjan? Je veux dire, votre problème, c'est que si je viens au sommet à Abidjan, le propos de vérité qui sera le mien, c'est pas pour venir faire antichambre. Ça ne m'intéresse pas.
Et pour la petite parenthèse, il paraît que ils ont mis la question à l'ordre du jour. Ils ont mis la question à l'ordre du jour. Non, mais vous vous rendez compte? Ils attendaient qu'on leur donne la permission pour le faire. Merci Colette, merci beaucoup. Lorsque vous voyez, par exemple, lorsque Emmanuel Macron a dit les femmes africaines font trop d'enfants, déjà, je lui dénie le droit de dire une chose pareille, parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis de notre continent. Vous voyez, je dis notre continent, moi je suis français. Mes ancêtres, voilà. Il est inacceptable qu'il ait dit ça. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas à moi à dire, à la limite, c'est au chef d'État à dire, mais comment vous mêlez de la natalité chez nous? Mêlez-vous de votre problématique, vous, de natalité sur votre continent européen. Parce que vous avez un problème. La population est trop vieille. Nous, heureusement qu'il y a des enfants pour que ce continent puisse continuer à vivre là où le taux, où le niveau, par exemple, j'ai oublié mon expression, mais le niveau de vie est plus faible qu'ailleurs, mais surtout où l'espérance de vie est plus faible qu'en Europe. Donc, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de ça. Les chefs d'État n'ont rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réunion extraordinaire de la CEDEAO pour parler de la démographie. Quelle honte! Où est l'estime de soi là-dedans? Quelle honte! Parce que Papa Blanc dit quelque chose, vous réagissez immédiatement pour dire regardez, nous sommes de bons élèves. Non, mais de toute façon, quand on parle de l'Afrique, il ne faut pas compter sur les dirigeants africains. C'est des pantins qui ont été mis là. Et moi, je l'ai dit, il y a 2 ans, j'ai fait une consultation nationale de la jeunesse en Guinée. Plus de 25 000 jeunes sont exprimés. Des cahiers de doléances ont été remis au président Alpha Condé lors de la clôture. Il était là, présent. Il avait promis que des mesures seraient prises. Les mesures ne sont pas prises. Moi, c'est un président avec qui je peux avoir des clashs tous les jours, parce qu'il n'a pas respecté la parole qui a été donnée à cette jeunesse. 25 000 jeunes se sont exprimés. Ce sont eux qui dirigeaient ces consultations. On est allé dans les districts les plus reculés de la Guinée pour le faire. On n'avait pas d'argent parce que l'État ne voulait rien donner. Il y avait un ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïté, qui s'est débrouillé pour voir auprès d'opérateurs économiques. Le PNUD a donné de l'argent, mais même des chefs d'entreprise ont donné de l'argent pour le faire. C'est pas l'État qui a financé ça. Et moi, c'est mon militantisme qui m'a fait faire ça. Et je demande aujourd'hui, et l'Union africaine n'a jamais posé la question de la jeunesse lors d'un sommet. Jamais. C'est une honte. Ces gens nous font honte. Donc moi, je leur parle comme je leur parle. Et si jamais j'étais l'ami de ces gens-là, eh bien, je ne pourrais pas parler comme je parle aujourd'hui. Bien, Claudiciard, j'entends votre détermination. Et pendant qu'on est en lien avec vous, il y a un auditeur qui voudrait savoir s'il y a aujourd'hui une plateforme pour ceux qui veulent soutenir le mouvement. Oui, bien sûr. Il y a un mail que je peux vous faire passer, comme ça ce sera peut-être plus simple que ce soit vous qui le répétiez à l'antenne. Oui, pour nous, c'était primordial d'avoir... alors, je vais vous le donner, hein, mais ça va être un petit peu... ça va être peut-être un petit peu compliqué pour que tout le monde note. Alors, mais vous pouvez quand même le donner, et puis un numéro de téléphone si possible. Alors, stop. Je vous donne plutôt un mail, là. Vous avez plutôt un mail, c'est plus simple. Alors... Attendez, parce qu'au moment où je vous parle, allez-y, continuez à discuter, parce que moi, il faut justement, pendant que vous notez, je me tourne vers Mariens Moekane. Elle a parlé d'un diplomate agressé dans quelle ville, Mariens Moekane? Je ne sais pas. C'est moi qui ai parlé. C'est Colette? Oui. D'un diplomate libyen agressé, c'est ça? Oui, j'ai vu une photo qui circule sur Facebook d'un diplomate libyen qui a été agressé au Cameroun. C'est de l'intoxication. C'est de l'intoxication. Il faut quand même faire très attention avec ces photos qui circulent. C'est de l'intoxication, cette information. Et si c'était vrai, ce n'est pas le but. Voilà, c'est pas le but. Vraiment. C'est pas le but de tomber dans la violence. C'est plutôt... J'ai l'adresse. Oui. Alors, stop esclavage. Libye, tout ça en un seul mot. Stop esclavage Libye. @gmail.com. Et les uns et les autres peuvent nous rejoindre. Alors, le collectif que nous avons créé, le collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye, tout ça va se transformer en quelque chose de beaucoup plus général. Parce que comme nous le disions tout à l'heure, et Mariam était d'accord, et Colette aussi, me semble-t-il, on est dans une révolution là, on est dans un changement. Il faut que oui, si absolument. on loupe ce moment-là, eh bien, on est reparti pour 10 ou 15 ans encore à devoir subir. Alors, une question. Alors, quand on dit stop esclavage Libye, est-ce qu'esclavage a S ou pas du tout?
Pardon? Est-ce Stop qu'il y a un S dans à le mail. esclavage? Est-ce Esclavage. qu'il est au pluriel? Non, esclavage est au singulier pour très que bien. ce soit beaucoup plus simple. Donc, le mail, c'est stopesclavagelibye@gmail.com pour ceux qui veulent donc soutenir le Nous mouvement, rejoindre. rejoindre le mouvement. On rentre dans le dernier quart d'heure de cette émission. Alors, pour une meilleure organisation, parce qu'en fait, il faut le reconnaître, hein, qu'il n'est pas toujours évident de fédérer ces Africains. Il y en a qui ont peur, il y en a qui disent c'est pas parfait. À votre avis, que fait pour être efficace? Mais déjà, le mouvement, il doit être Connecte-les, métissé. Hein. C'est un mouvement qui concerne... Attends, on parle de quoi? De l'être humain. Oui. Donc, tout celui qui se dit militer pour les droits de l'homme, bien sûr qu'il est même pas invité. Il doit se sentir naturellement obligé de soutenir un tel mouvement. Je crois que c'est Claudie ou Marianne qui l'a dit, on parle de quoi? Des jeunes qui n'ont pas d'espoir dans leur pays et qui essaient de trouver un avenir, qui sont asphyxiés par leurs dirigeants qui sont tenus en laisse par les Occidentaux, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je dis que le mal, il est tellement profond, ça fait des siècles qu'il existe. Donc c'est un mouvement qui s'adresse, mais à tout le monde, tout être humain doit se sentir concerné. Tout comme tout le monde avait mis « Nous sommes Charlie », on n'a pas couru auprès les gens. Hein. Donc il faut absolument que nous trouvons aussi un petit mot bien court qu'on va tous mettre sur Facebook, pour mettre cette lutte en avant. Il faut, moi je vais rajouter quelque chose. Il faudrait... Oui, allez-y, Marianne. Allô? Oui, allez-y. Il faudrait absolument que l'opinion publique française ou anglaise ou des autres comprennent, parce que les politiques, ils savent. Les politiques savent ce qui se passe en Afrique. Ils savent. Il y a la France-Afrique. Ils savent. Mais l'opinion publique, le Français moyen, le Français de la rue, qui voit les jeunes, les Africains affluer vers leurs frontières, ne comprennent pas. Dans ce mouvement, c'est pour que l'opinion, tout le monde comprenne pourquoi ces gens, nos jeunes, les nôtres, choisissent une éventuelle mort, parce que dans leur propre pays, la mort est certaine. C'est ça le but. Oui, tout à fait, on est d'accord. La mort est certaine, alors que chez les trafiquants ou dans la mer, il y a certains qui vont s'en sortir. Donc on joue à la roulette russe avec la vie de ces Africains. Quand Claudicia parle de Macron qui nous parle d'un problème civilisationnel, je me pose la question, que dit le Conseil présidentiel de l'Afrique? Ce fameux conseil-là, il dit quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a déjà un conseil présidentiel de l'Afrique? Pourquoi il n'y a pas un conseil présidentiel de l'Asie? L'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Comment on peut réduire tout un continent à quelque chose de conseil présidentiel? Au nom de quoi? Oui. Macron peut faire un conseil présidentiel d'un continent. Mais ceux qui sont qui représentent ce conseil-là, je ne sais pas s'ils dorment la nuit. Marianne Canet, C'est pas normal. j'entends votre colère, mais rendu donc dans les 10 dernières minutes de cette émission, je veux savoir si ce soir vous pensez, si vous avez la certitude que effectivement vous saurez être efficace, parce que c'est un nouveau défi qui est lancé. Alors, l'efficacité, on va l'avoir, parce que ce n'est pas. Vous avez dit tout à l'heure que on a souvent vu des mouvements après, on dit les gens sont vendus. Ouais, bon, ça on le dit toujours. Quand on soutenait Laurent Gbagbo, quand on le soutient, il y a des gens qui disent qu'on reçoit de l'argent quelque part. Quand Kémy Séba se lève pour parler du franc CFA, les gens disent oh, Kémy Séba, c'est un vendu. Mais Kémy Séba est là parce que Marcus Garvey a été là. Nous sommes là parce que certains ont été là avant nous. Et d'autres viendront après nous. Pourquoi des gens qui disent que, par exemple, pour Kémy Séba, nous aussi on a parlé du franc CFA, on en parle depuis, Kémy Séba, pourquoi lui... Mais Kémy Séba est là parce que certains l'ont fait avant. On est dans un marathon. On est dans un marathon qui va durer sûrement. J'espère plus trop longtemps. Mais le mouvement va rester. Ce mouvement-là va rester. Le crime, ce serait de ne rien faire. Ce que je pourrais ajouter, merci, tout ce qui a été dit, c'est évidemment, c'est ça. Il y a aussi chez nous, vous savez, lorsque vous appartenez à des populations qui de génération en génération sont humiliées, à qui on apprend, on inculque
que ton pire ennemi, eh bien, c'est ton semblable, mais moi, je suis le meilleur, il faut que tu me ressembles, il faut que ceci, il faut que cela. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui ont des rapports normaux avec les leurs, même lorsqu'ils se lèvent pour les défendre. C'est très complexe. Et donc, face à ça, je suis bienveillant et je passe outre. J'essaie en tout cas de ne pas perdre mon énergie sur ça. Et je pense juste au combat que nous devons mener. Surtout pas, vraiment. Surtout pas, exactement. Et donc aujourd'hui, moi je pense que nous, je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi je le vis comme étant, on est dans une révolution. Moi je vais passer sur tous les plateaux et je vais dire ce que je vais dire. Demain je suis sur Europe 1 avec Frédéric Tadei, après il y a C'est dans l'air, je vais dire ce qu'il y a à dire. Et ce que j'ai entendu là ce soir, je vais justement relater ça en disant, il y a des personnes, des femmes, des hommes qui se lèvent de partout. Vous n'imaginez pas ce qui est en train de se passer. Et je me nourris aussi de tout ce que vous dites pour pouvoir exprimer, être le porte-parole aussi de celles et ceux qui ne seront pas sur ces médias-là. Et c'est pas un problème même si c'est nous qui nous levons, parce que nous devons désormais écrire notre histoire, c'est nous qui devons nous battre pour construire notre monde. Et si nous devons, et moi je vous le dis, c'est peut-être excessif ce que je vais vous dire là, mais si nous devons à un moment donné dire on doit couper le cordon avec l'Occident pour que nous puissions nous retrouver, reconstruire, parce que nous sommes sur un chemin qui n'est pas nôtre, celui des Occidentaux, dans un monde construit par les Occidentaux, pour les Occidentaux et pour leurs bénéfices, si nous devons nous inculquer aux uns aux autres que nous devons couper les ponts pour nous reconstruire et après conjuguer nos talents avec les autres, eh bien c'est ce que nous ferons le moment venu. Ah oui, ça... Le message est entendu, Claudie Siard, le message est entendu. Alors, est-ce que je peux juste vous dire ce que nous, on a prévu de demander? Allez-y. Comme je vous le disais, il y a 3 choses qui me semblent essentielles. La première, on parle d'esclavage, c'est ce qui aujourd'hui révolte les uns et les autres. Il y a aujourd'hui sur un continent qui a vu des millions des siens être déportés dès le 7e siècle, il n'y a aucune journée de reconnaissance de ce crime contre l'humanité à la mémoire des millions d'Africains déportés. Ce sont les autres qui écrivent cette histoire. La France, avec la loi du 21 mai 2001, les États-Unis également, tout le monde reconnaît, l'Angleterre, tout le monde fait quelque chose. L'Afrique elle-même ne fait rien sur cette question-là. On a quand même un gros problème. Il faut instaurer une journée officielle et il faut nous enseigner l'histoire de l'esclavage à nos enfants. Première chose. Deuxième chose, il faut des consultations nationales de la jeunesse. Il faut que la jeunesse s'exprime. Il faut que les politiques arrêtent d'être coupés des réalités de leur population parce qu'ils vivent dans leur havre doré de villas en Afrique ou ailleurs dans le monde. Il faut qu'il y ait des consultations nationales de la jeunesse et que la jeunesse puisse entendre cette jeunesse-là pour construire un autre monde. Et puis, dans un monde de l'hypermédiatisation, si vous ne contrôlez pas l'information, votre image ne sera jamais conforme à la réalité. Il y a 15 millions d'euros qui existent, qui ont été mis là depuis quelques années pour que justement l'Afrique ait une chaîne panafricaine, une radio panafricaine et un multimédia panafricain. Eh bien, il faut désormais que ça soit mis en place pour que nous puissions nous-mêmes dire qui nous sommes et où nous allons. Et si on m'appelle pour ça, je quitterai RFI et je me mettrai au service de mon continent. Ils vous entendent. Ah, super. Bien, c'est entendu. Merci Claudie Siard d'avoir donné de votre temps pour nous en parler ce soir. Je suis très heureux d'avoir parlé avec vous toutes et avec vous, chers présentateurs, journalistes. Merci beaucoup. Vous n'imaginez pas l'espoir que vous me donnez parce que souvent on se sent seul dans nos combats. Je pense que c'est le même cas pour vous, mesdames. Marianne, Colette, on se sent seul dans les combats. Et là, j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose. Alors, et il faut absolument impulser ce mouvement dans toutes les grandes villes françaises. Hein. Là, il faut y veiller. Oui, hein. Bien sûr. Bien. Bien sûr. Marianne Simone-Kane, merci également, depuis Lille. Oui, mais je termine en disant il ne faut pas oublier le Parlement européen parce que c'est le deal de l'Union européenne avec la Libye. Donc, il faut parler, il faut aller au Parlement européen. Oui. Également dans ce studio, Colette Ilunga. Alors, samedi prochain, qu'est-ce qu'il y aura à Lyon? Alors, donc samedi prochain, il y aura un sit-in à Lyon. Nous avons déposé les autorisations au niveau de la préfecture pour que tout se passe dans... Oui. Sachant qu'à Paris, ils n'ont pas eu besoin d'autorisation. Je sais, bon, mais nous, on l'a fait à Non, Lyon. je peux vous expliquer. Non, vraiment. Allez-y, pour vous le dire. Très rapidement, Claudie Siard. Oui, vraiment. Moi, volontairement, c'était un rassemblement spontané devant l'ambassade de la Libye et le consulat. Et donc, moi, j'ai appelé la préfecture, ils m'ont dit oui, il vous faut 72 heures. Je lui ai dit, écoutez, regardez ce qui s'est passé, 72 heures, c'était pas possible. Donc voilà, on pourrait vous interdire. Non, faut pas m'interdire pour ça. Ok, d'accord, monsieur Siard.
En plus, moi, j'ai été délégué interministériel dans ce pays. Donc, les gens, ils regardent un peu qui vous êtes, ils disent, bon, avec qui on va pas trop jouer. En plus, il peut nous faire un peu le scandale. Donc, ils m'ont dit, OK, d'accord, on va gérer pour la sécurité, très bien. Lorsque le lendemain, le samedi, donc, ils m'ont appelé le matin à 2 reprises. OK, monsieur Siard, très bien. Lorsque je suis arrivé sur place, j'ai vu les forces de l'ordre. Ils m'ont dit, très bien, voilà, on vous propose ça, très bien. Donc, tout s'est bien passé. Tous les échauffourées, les débordements, ça s'est passé sur les Champs-Élysées. Moi, j'y suis allé pour essayer de calmer les gens et qu'il n'y ait pas plus de débordements. Ça aurait pu être extrêmement violent. Et voilà. Donc, c'est entendu. Voilà. Claudie, je peux passer mon petit mot maintenant. Allez-y. Alors donc samedi, tout le monde est invité à venir à ce sit-in. Il y aura des moments de parole, de prise de parole. Donc déjà demain, on se réunit avec quelques personnes qui ont eu l'information pour essayer de coordonner tout ça pour que ça soit que le message surtout puisse passer. On a besoin de faire passer un message, comme l'a dit Marianne. Donc c'est l'opinion publique que l'on cible pour sensibiliser justement cette opinion. Samedi à quelle heure? Samedi de 14h à 16h. Où? Il faut faire un visuel pour qu'on puisse le partager sur Facebook. Merci. Absolument. Oui, alors sur Facebook, ça existe déjà. Je vais vous le faire passer. Mais si vous allez sur Facebook, oui. Merci à mes auditeurs. Le magazine arrive à son terme. Merci à vous inviter d'avoir accepté de partager ce moment avec nous et au plaisir. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance.